Bonjour à tous et bienvenue dans Bidon Collé. Aujourd'hui, on est déjà dans le deuxième épisode. On continue notre top 10. Dis-moi, Exactement. qui est ton septième coureur? Euh, Moi, mon septième coureur, je pense que c'est un champion du monde, mais pas un champion du monde qui a gagné le championnat du monde, mais un champion du monde du sprint. Je pense que c'est le meilleur sprinter actuellement dans le peloton pour les sprints massifs. C'est en tout cas celui qui a le plus de victoires cette saison. Il est monstrueux, il a tout gagné, il gagne à Tirreno, il gagne une classique de Bruges-Topane. Il y a même, c'est surtout sur la plus grande course du monde, le Tour de France, il y a une 4 étapes et il vient finir encore en fin de saison sur le Tour de Turquie. Il gagne, c'est 4 étapes qu'il gagne? Ouais, c'est ça, 4 étapes qu'il gagne. C'est monstrueux, c'est une saison de folie. Je pense que en tant que sprinter, c'est difficile de faire mieux. Même à Paris-Roubaix, malheureusement, il avait un équipier qui était devant lui, mais il aurait pu encore mieux, enfin, encore avoir une saison plus grande encore. Je pense que ça va être certainement la saison de sa vie, de toute sa carrière, ça va être compliqué de faire mieux. Il aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais le problème, c'est que j'ai dû mettre des gens devant lui, soit des gens qui ont gagné des monuments, des courses plus importantes ou des grands tours. Voilà. Ouais, alors, tant pour les places précédentes, je pense qu'on était plus ou moins d'accord, même s'il y a quand même quelques, tout simplement, places ou en tout cas points où on n'était pas d'accord. Ici, moi, je trouve quand tu es un sprinter comme Philipsen où tu as dominé à ce point-là ta discipline, qui est le sprint, pour moi, je trouve qu'il mérite d'être un peu plus haut. Alors, on verra un peu plus tard combien. Mais pour moi, c'est un coureur qui n'aurait, contrairement à toi, pas pu faire mieux au niveau de sa saison. C'est un coureur qui est le plus vite du monde. Il a été battu seulement deux fois enfin une fois sur un grand tour, c'est par Pedersen au Tour de France, deux fois, pardon, avec Jordi Meus. Ça, c'est peut-être la tâche de sa saison, c'est ne pas avoir gagné sur les Champs-Élysées. Mais c'est le seul coureur qui a, à un moment donné, donné cette impression d'être imbattable. Alors, dans un sprint, tu le sais, comme moi, être positionné au bon moment et autres, bien lancé, c'est un peu difficile. Mais comment est-ce que tu veux gagner plus que 4 étapes sur un grand tour? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont gagné plus de 4 étapes sur un grand tour cette année, mais je ne pense pas. Et franchement, chapeau. En plus, bah, il a le sacre pour un sprinter, c'est-à-dire qu'il a le maillot vert. Donc, chapeau à lui. Il a gagné presque sur toutes les courses à étapes où il a participé. Il est pour un sprinter, c'est rare d'être dans le classement UCI, il est quand même neuvième. Voilà, donc ce n'est pas que un sprinter, il est présent aussi sur les monuments, enfin sur les monuments sur Paris-Roubaix. Il a fait un Milan-San Remo où il est 15e. C'est bien sûr pas non plus son résultat de l'année, mais ça veut dire qu'il est quand même là après 300 km. Moi, je lui reproche, donc je voulais justement y venir à Milan-San Remo, mais aussi potentiellement aussi sur le championnat de Belgique, où il est vraiment, je m'attendais à aussi mieux avec une équipe qui était si solide Sur le papier. sur le papier d'Alpecin, avec autant de coureurs. Ils avaient même mis l'équipe d'Evo pour, je pense, l'aider Ouais, les coureurs sur professionnels, ouais. le championnat. Il y a un championnat du monde où c'est après le Tour de France où il a été là tout le temps aussi, c'est vrai, mais l'air de rien, il finit quand même moins bien le Tour avec une deuxième place sur les Champs-Élysées où on s'attendait comme favori. Non, c'est pas moins bien, mais c'est quand même le jour où on l'attendait le plus, je pense. C'est quand même destiné au meilleur sprinter du Tour. C'est vrai qu'il a le maillot vert, il écrase le maillot vert totalement, il le bat tous ses concurrents. Mais je m'attendais quand même à ce genre de course pour. Je pense qu'il aurait dû gagner au moins une des courses que je viens de dire pour être devant la personne qui sera juste après. Ouais. Mais après, je ne le mettais pas dans mon top 10 parce que, au top 5 parce que mon top 5 est très bien défini et je voyais pas un autre coureur que mon top 5. Je pense que si ça se jouait, c'était peut-être une place, mais j'ai préféré l'autre coureur que je dirais les raisons pourquoi. Mais c'est certain, je pense qu'au sprint, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu le battre cette saison. Et s'ils l'ont battu, c'était que peut-être une seule fois. Ouais. Après,
pour te donner un petit peu raison sur le fait qu'il soit seulement là chez toi, je pense qu'il y a quand même des courses comme le Tour de Belgique où il n'a pas eu de chance et donc du coup il n'a pas enchaîné les victoires alors qu'il aurait pu. À l'Eneco Tour aussi, enfin Renew Tour, ben voilà, ça aussi. Par contre, il a quand même gagné le championnat du monde du sprint qui était au Grand Prix de l'Escaut au début de saison et il a été devant tous les meilleurs sprinteurs du monde. Sur Tirreno, il a encore gagné aussi. Et puis, bah, voilà, il termine, comme je disais, hein, au début de saison, il est là, il fait les classiques flamandes et il commence déjà très tôt la saison. Et il termine en Turquie encore, alors que tout le monde avait déjà fini. Donc voilà, je sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus, à part peut-être gagner sur les champs. C'est tout. Pour un sprinter, en tout cas, non, mais moi, Philipsen, je pense qu'il peut encore développer ses capacités en classique et en potentiellement. Bah là, il fait deuxième à Paris-Roubaix, malheureusement, mais je pense que s'il gagne Roubaix, là, c'est certain que je le mets même peut-être dans mon top 5. Le top 5 ou même plus haut, non? Enfin, gagner Paris-Roubaix. Enfin, Faut voir en fonction des résultats des autres, etc. Je pense que c'est beaucoup trop facile de dire avec cette course-là, je le mets là. Mais ici, ça se joue entre deux et il était d'office devant les trois autres que nous avons cités dans la dernière vidéo. oui, ben voilà, pour moi, il y a vraiment une claire séparation entre la Oui, c'est vidéo certain. précédente et celle-ci. Euh, Après, je dis pas que Philipsen est numéro un chez moi, à voir, mais c'est clair que pour moi, je le verrais un petit peu plus haut quand même. Ben voilà, nous allons voir maintenant alors du coup ton coureur à la place de Philipsen. Ouais, ben, moi j'ai pris un coureur qui a quand même gagné un grand tour, donc c'est peut-être un peu tôt pour certains, mais il n'a pas été le plus dominant, je pense. C'est Sepkus. Il fait une grosse saison. Chapeau à lui parce qu'il gagne le Tour d'Espagne. Il est là sur le Tour de France. Il est là sur le Tour d'Italie. Et il a quand même couru 77 jours de course. C'est dans mon classement, c'est celui qui en a le plus. Il a couru 77 jours de course, mais il n'a fait que 1, 2, 3, 4, 5 courses et que des courses par étapes. Donc il a fait le UAE Tour où il fait 5e au début de l'année, 19e en Catalogne, et puis après c'est là que ça devient vraiment intéressant. 14e au Giro en ayant un rôle crucial d'équipier pour Roglic et donc gagner avec Roglic et son équipe sur le Tour d'Italie. Au Tour de France, il fait 12e en gagnant le Tour de France avec Jonas Vingegaard, en ayant eu un rôle aussi majeur dans la victoire. Alors, petit point même d'attention, c'est que à part la dernière étape, l'étape de Pinot, je dirais, euh, il était 9e au classement général et il perd 20 minutes sur la 20e étape. Sinon, il fait encore un top 10 sur le Tour de France. Et puis, ben, voilà, cette victoire sur la Volta avec une étape en plus. Euh, Chapeau à lui parce que le mec, il a couru ben, 3 fois 21 jours d'affilée. Il a été un équipier surtout modèle. Et pour revenir un peu sur le débat de la première vidéo, ben, je pense que lui est le meilleur coureur de l'année au niveau des équipiers, ça oui, surtout en montagne. Maintenant, je pense qu'il a fait une saison qui est au-dessus des attentes et je pense qu'il ne reproduira plus jamais une saison pareille. Et vraiment, pour moi, la raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans le classement, c'est que déjà, il a des grandes victoires, donc une étape sur un grand tour et un grand tour, mais c'est tout. Il n'a pas gagné plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas plus haut pour moi, parce que finir 3 grands tours sur l'année, c'est bien. En gagner un, c'est mieux. Mais gagner 2 fois, c'est un peu peu pour être plus haut. Bah, là où moi je te rejoins, c'est que il a fait les trois grands tours, mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'il a gagné qu'un seul, mais il a joué un rôle très important pour les trois. Donc sans lui, ça se trouve, Jumbo va perdre les trois grands tours. Je veux dire, s'il n'est pas là, ça peut totalement changer totalement le tour. Peut-être que la Volta, c'était plus, on va dire, facile pour Jumbo, mais quand on regarde le Tour de France, comment ça a été serré jusqu'à la troisième semaine, comment Roglic gagne le dernier jour au Giro, lui, il a joué un rôle très important là-dedans. Et c'est pour ça que moi, je le place à la sixième place de Donc mon tu le top mets une 10. place devant. Ouais. Oui, je le mets juste une place devant et je le mets là parce que il était là tout le temps. Parce que ce que les gens regardent, ils regardent les monuments et les grands tours. Et sur les grands tours, il a toujours été là. Tous les jours, tu voyais Sepkus à la TV.
il était là et en plus, il est, comme je le dis, il a joué un rôle d'équipier, mais il a joué un rôle d'équipier important. Je me demande si au Tour de France, franchement, si tu le mets leader numéro un directement, est-ce qu'il ne serait pas peut-être dans le top 5, voire dans le meilleur des autres, on ne sait pas. Ouais, là, je suis pas trop d'accord avec toi, mais Mais il faut voir. Moi, je sais pas. Le problème, c'est qu'il tombe à la fin, etc. Et qu'il a un rôle d'équipier prédéfini et qu'il a une équipe très forte et qu'il a jamais eu le rôle de leader, on va le chercher, etc. Mais quand on voit la force qu'il a à la Volta, même en tant qu'équipier, et peut-être l'une des seules fois où il a pris des initiatives dans la saison en attaquant, en étant dans les bordures et en arrivant à la fin et en lâchant tout le monde, il a pris des initiatives et c'est le seul moment où il a pu gagner. Mais le problème, c'est qu'il peut jamais le faire dans la saison, vu qu'il a toujours eu ce rôle d'équipier du début jusqu'à la fin. ouais, alors oui et non, parce que en fait Jumbo a quand même tenté à plusieurs reprises les autres années de mettre Sepkus comme leader. Je sais pas combien de fois il est parti sur le Giro ou sur une course à étapes en tant qu'équipier et il s'est troué. Je pense que cette année la Vuelta est plutôt une anomalie plutôt que Ouais. quelque chose qui va se confirmer. Alors je retire rien à la saison de Sepkus, il a fait une grande saison et il fait une meilleure saison que tous les coureurs que j'ai mis dans la vidéo précédente et tous les coureurs qui n'apparaîtront dans aucune des vidéos. Donc oui, c'est un bon coureur. Oui. Maintenant, je trouve que ça reste quand même une Vuelta qui gagne. Alors, je dis pas qu'on l'a laissé gagner, c'est pas ça que je veux dire. Mais Que son grâce, équipier, oui, grâce en à tout ses cas. coéquipiers c'est les circonstances qui font qu'il gagne la Vuelta. Je pense que à l'étape de l'Angliru, si Vingegaard veut accélérer, je pense qu'il peut encore. Même sur toutes les étapes, je Oui. pense qu'il en avait encore sous le Bah, pied. que ce soit Roglic ou Vingegaard, je pense que les deux avaient le niveau pour aller titiller, en tout cas, Sepkus. Mais c'est sûr que Vingegaard a été le plus proche, en tout cas, et qui a montré le plus de force. Maintenant, c'était beau de lui laisser, parce que franchement, s'il y a un des coureurs en tant qui a aidé et qui a le plus accompagné ces leaders-là, c'est lui. Donc, je pense que c'est un beau cadeau ce qu'ils lui ont fait. Et pour moi, gagner un grand tour, c'est limite l'une des courses les plus importantes de la saison. Et ici, devant lui, il n'y aura que des grands tours ou des monuments des coureurs qui vont gagner des grands tours et des monuments. Avant de passer au cours suivant et on reviendra sur un cours dont on a déjà parlé du coup, euh, est-ce que si Sepkus fait deuxième de la Vuelta, il est dans ton top 10? Pour moi, non. Parce que d'office, il y aura. Le problème, c'est que les deuxièmes, on en parle beaucoup moins. Et ça paraît, c'est moins beau sur un palmarès. Mais qui ici, à l'heure actuelle, peut dire gagner un grand tour, bah, c'est moins. Enfin, si tu donnes le choix, gagner un grand tour ou gagner, par exemple, je sais pas moi, si on va faire la saison de Van Aert ou faire la saison de. Ici, c'est tellement un autre. Faire le grand tour, gagner un grand tour, c'est tellement au-delà, même point de vue médiatique ou point de vue de tout. Pendant 21 jours, lui, il a porté le maillot, je ne sais pas combien de temps. Je me demande si c'est pas plus de 10 jours qu'il porte le maillot. C'est énorme. Je pense que dans une carrière, en tout cas, lui, je pense pas que ça lui arrivera encore. Peut-être que l'année prochaine, il sera leader chez Jumbo, à voir. Peut-être pour un autre grand tour que Vingegaard. En tout cas, c'est sûr, s'il est leader, ce sera sur un autre grand tour. Mais à voir, moi, en tout cas, c'est très important ce genre de course, en tout cas de le gagner. Donc non, il n'aurait pas été, mais avec la victoire, c'est très important de le mettre à cette position-là pour moi. Maintenant, toi, tu as certainement quelqu'un d'autre à Bah cette oui, bah place-là. moi j'ai mis Philipsen ici à la sixième place. Alors oui, Sepkus a fait une grosse saison. Pour moi, Philipsen mérite d'être devant Sepkus pour une simple et unique raison, c'est que c'est un gagneur et c'est un leader qui va toujours gagner. Il gagne 19 fois cette année. Ouais, c'est Alors, énorme. euh, oui, il y a des coureurs qui ont déjà gagné plus dans le passé, mais cette année, il est quand même dominateur. Comme je dis, il a maîtrisé. Il n'y a aucune personne dans le monde entier qui va dire non, cette année, Philipsen n'est pas le meilleur sprinter du monde, alors que Sepkus, bon, on a quand même pas mal d'interrogations, comme on vient d'en parler. Il a que 2 victoires. Après, des belles victoires, et certains ne gagneront jamais ce qu'il a gagné dans toute une carrière.
mais voilà, même l'UCI, et on est d'accord, parce que Philipsen est 9e au classement UCI, et si je me trompe pas, ouais, 9e au classement UCI, et Sepkus n'est que 16e. Alors, encore une fois, Sepkus a fait un gros résultat au niveau victoire. Il a quand même fait 5e au UAE Tour, qui est quand même pas mal, hein. C'est une belle course derrière Remco, entre autres, Adam Yates, etc. Mais voilà, pour moi, tout simplement, Philipsen, mais je suis sprinter aussi, donc c'est peut-être pour ça que je suis affecté par ça, par cette affinité de cette adrénaline du dernier kilomètre. Pour beaucoup, ben, l'étape, des étapes du Tour de France de transition sprint, ça peut être ennuyant. Ben, pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai vraiment vu aucun coureur l'inquiéter, à part Pedersen quand il gagne. Et encore quand Jordi Meus gagne, je suis pas sûr que c'est vraiment la pédale. Je pense que c'est une question de positionnement. Après, il a profité d'un Mais fameux pour poisson revenir pilote. sur ce que tu dis, tu as raison, pour un sprinter, c'est rare de pouvoir gagner, enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel de gagner autant parce que le risque, la prise de risque est énorme et ça prouve que même dans le placement d'un sprint, il a réussi à ne pouvoir prendre le moins de risques possible pour gagner tout en gagnant. C'est quand même quelque chose qui, il a quand même eu aussi l'équipe autour qui a fait que. Mais moi, pour revenir sur Sepkus, c'est la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a été leader incontesté depuis le début de la saison, qui a pu faire la saison exceptionnelle qu'il a fait. Genre, je dis pas il a aucun moment il a foiré sa saison et tout ça. Il a su se remettre en question pour toujours être le meilleur à chaque fois. Maintenant, cette puce, il n'a pas eu la chance d'être leader au point de pouvoir. Il a toujours été le deuxième incontesté, voire le troisième à la Volta. Et ça a quand même, grâce à ça, il a quand même pu ça a posé sur la Volta. Ouais, Moi, c'est ça qui lui fait dire, mais maintenant, c'est certain que Philipsen, ça se joue entre les deux et ça se jouait de très peu pour moi. Maintenant, un grand tour, c'est quelque chose qui est exceptionnel. ouais. Après, encore une fois, je suis d'accord, mais sur aucun des deux autres grands tours, je pense qu'il a le niveau pour faire un podium. Et ici, c'est parce que je pense que beaucoup n'étaient pas au niveau, dont Remco, dont les Ayuso et Vlasov et Mas et autres étaient un cran un peu en dessous. D'ailleurs, ben, eux sauvent leur saison un peu sur ce résultat-là, mais encore c'est un peu décevant. Donc voilà, pour moi, il a gagné le moins important des grands tours, et surtout celui où tout le monde était un peu cramé, j'ai l'impression, sur cette année. Ben, on se demande quand même, parce qu'il n'y en a aucun des autres qui ont pu le titiller quand même, parce qu'il est, on va dire que l'équipe est exceptionnelle, etc. Mais c'est quand même compliqué de se dire qu'aucun avec la start list de la Volta, qu'aucun n'ait pu même le titiller, parce que le seul qui revient proche de lui, c'est Vingegaard. Les autres sont quand même assez loin. Euh, ça joue quand même de beaucoup. Donc, dire qu'il aurait pu faire aucun podium sur les autres tours, les autres grands tours, c'est difficile à dire sur un Giro. Faut quand même se le dire. Maintenant, le tour, je pense que c'est clair que c'était compliqué, mais à voir s'il se prépare différemment et voir s'il peut pas améliorer ses points faibles pour les années à venir, en fonction de si Jumbo va aller chercher quelqu'un d'autre ou pas pour les autres grands tours, ou s'ils vont faire confiance à des sprinters pour peut-être ou des plus jeunes coureurs sur les autres grands tours que le Tour de France. Mais oui. Enfin, on va passer Ouais, à aux la positions prochaine. suivantes, parce que ben, je pense qu'on a fait un peu le tour sur Ouais, ceci, même si je reste confiant que Philipsen a fait une saison où le deuxième meilleur sprinter est loin, alors que Sepkus n'est pas c'est dans le meilleur certain. de sa catégorie. Voilà. Certain. Mais je pense que c'est juste un choix De d'avis cœur, et surtout différents et de quelle place tu mets un grand tour aussi. en Après, fonction c'est clair que tu es peut-être là 21 jours sur allez, 21 jours d'affilée présence, c'est quand même quelque chose d'important. certains. Bon, Alors, mon qui est le prochain, suivant? moi, ça a été difficile aussi. Enfin, les cinq, c'était sûr et certain que j'allais mettre ces ceux-là. Mais maintenant, classer les cinq, c'était quand même assez compliqué dans l'ordre. Maintenant, moi, mon cinquième, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi, c'est Remco Evenepoel. Alors, Non, ce n'est pas la même chose. On va encore on a des avis complètement différents, mais
au moins, on a pas mal de coureurs qui sont du top Ouais, 10 ensemble, je après, il est pense. pas loin. Il est pas Ouais. loin, mais c'est pas. Mais sa saison est exceptionnelle. Pour n'importe qui, je pense que personne ne pourrait critiquer cette saison. Malheureusement, c'est Remco Evenepoel, donc on a toujours des critiques à faire. C'est un coureur qui, médiatiquement, il y a toujours quelque chose à dire. Mais quand on regarde sa saison, bah, il est déjà là très tôt. Bon, il gagne pas au Tour de San Juan, mais il est déjà là. Il gagne à l'UAE Tour, c'est encore en février, donc c'est très tôt aussi. Il fait la Volta à Catalogne, il se fait battre par Roglic. On en reviendra plus tard pour voir si Roglic est dans le top 10 ou pas, mais malheureusement, voilà, mais il gagne quand même deux étapes. Il va au Giro, il gagne deux étapes. Il gagne Liège en tant que monument, c'est quelque chose d'énorme. Il va au Tour de Suisse, il arrive encore à gagner une étape, alors qu'il n'est pas dans la meilleure forme de sa saison. Il va au championnat Belgique, il gagne avec la manière, toujours dans le vent, enfin avec le vent de Belgique, comme on sait, il est vraiment très compliqué de gagner là-bas. C'était le plus fort. Il y a Ibo Sprint Segard qui était aussi très bon ce jour-là, mais lui, il était encore Ouais, au-dessus. ouais, ouais, c'était. Il va à la Classica Saint-Sébastien, il gagne aussi au sprint où on a vu qu'il a progressé, enfin au sprint dans un tout petit groupe, mais il vient pas tout seul, je veux dire, alors que c'est dans ses habitudes, il vient plus souvent tout Ouais, il seul vient à deux. Ouais. que au sprint. Donc ils viennent ici, après c'est la Volta où il fait une belle Volta pour le commun des coureurs, mais malheureusement que ce soit sur le Giro ou que sur la Volta, ce qui fait que je ne l'ai pas mis plus haut, c'est qu'il a pas pu répondre pour une raison X ou Y de, de gagner ou de faire podium sur un des deux grands tours. Ouais, ben, je pense qu'ici on peut faire peut-être un peu différemment parce que comme dans la position précédente, ben, moi c'est un autre coureur qui est très fort et qui a beaucoup couru avec Remco Ouais, cette année, c'est Roglic, qui a pris pour moi la place de cinquième. Mais Remco fait une saison exceptionnelle. Roglic fait aussi une très belle saison. Alors cette fois-ci on va faire un petit peu différent, ça ne te dérange pas. C'est que moi je vais te dire ce que Roglic a fait et tu vas m'expliquer surtout pourquoi Remco était moins bon que Roglic. ok. Parce que pour moi, Roglic, oui, a gagné le Giro. Et encore une fois, ben, on va rester dans cette lignée de coureurs. Il a gagné dans cette lignée où on n'est pas d'accord sur peut-être l'importance des grands tours. Mais il a Oui, gagné le Giro et une étape, c'est vrai. Il a gagné Tirreno, Catalogne, Burgos. Et il a gagné deux étapes à la Volta. Et il a gagné encore en fin de saison avec au Tour de Rimini. 15 victoires, c'est beaucoup. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il est devant tous les autres coureurs qui sont derrière lui ici et dont on a déjà parlé. Il fait encore troisième au Tour de Lombardie et il fait troisième de la Volta. Franchement, chapeau. Je pense pas qu'il aurait pu faire une meilleure saison. Sur toutes les courses où il a participé, ben, il est là. Là, à part peut-être gagner Lombardie, mais avec un Pogacar qui était à ce niveau-là, je pense pas qu'il était possible. Peut-être gagner la Volta, mais avec le jeu d'équipe, on en a déjà parlé, je pense pas que c'était possible. Donc, félicitations à lui, surtout qu'il vient d'une saison très difficile l'année passée. Par contre, quand on regarde, tu mets vraiment une grosse importance au grand tour, et moi aussi, et c'est pour ça que Roglic est là. Mais Remco, pour moi, il est la place juste devant. Et le mec, il a gagné Liège-Bastogne-Liège, une des 5 plus grosses courses d'un jour au monde. C'est pas fini. Il est champion du monde de contre-la-montre. Donc en gros, dans sa discipline, il est le meilleur du monde devant tous les spécialistes. En plus de ça, le Tour d'Italie, il était maillot rose et il doit abandonner avec le maillot rose après un chrono qu'il a gagné avec le Covid. Alors, je pense vraiment que si Remco n'est pas plus haut dans les classements, c'est parce que nous, en tant que Belges, on met trop d'attentes sur Remco. Il a 23 ans. Donc Remco a été battu beaucoup par Roglic cette année, c'est vrai, mais il a 23 ans, il est troisième au classement UCI, il est champion du monde et il a gagné 5 étapes de grand tour cette année. Il est meilleur grimpeur sur la Volta. Et oui, c'est dommage, il n'a pas fait un podium sur la Volta, c'est ce qu'on attendait. Mais il a 23 ans. bah, c'est certain qu'il est encore jeune par rapport à Roglic,
le jour et la nuit. Il y en a un qui a quand même qui a beaucoup d'expérience et qui est là depuis des années. L'autre qui est là depuis des années aussi quand même, parce que ça fait 3 ou 4 ans qu'il est déjà là. Pour un jeune coureur comme lui, c'est exceptionnel. Mais il a encore beaucoup de choses à faire dans sa carrière et il a beaucoup de choses à gagner. Mais c'est sûr que je pense que c'est l'importance du grand tour qui varie en fonction de nos classements. Je pense que c'est le point qui fait que on place un coureur enfin, quatrième et l'autre cinquième. Je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Mais comme tu le disais, Roglic, cette saison, il a quasi battu Remco à chaque fois. Certaines étapes, c'était Remco devant, d'autres Roglic au Tour de Catalogne. Mais c'est Roglic qui gagne à la fin. Au Giro, bah, c'est sûr, Remco peut pas aller au bout, mais c'est pas, on va dire que c'est pas la faute de Roglic. Donc Roglic, lui, il en profite pour gagner. Est-ce que Remco aurait gagné? Malheureusement, on ne peut pas le savoir. Ici, on a vu qu'à la Vuelta, il a eu un jour sans, mais c'est un jour sans. C'est même plus un jour sans, c'est un jour où quand tu finis à autant de temps, il s'est relevé, c'est sûr, mais direct au début de l'étape, il savait que ça allait pas aller. C'est dommage que qu'il y a eu ce jour sans, sinon c'est, je pense, un tour différent. Il a quand même su rebondir en gagnant des étapes et en gagnant le maillot de meilleur grimpeur. Mais c'est pas la même chose que un Giro et un troisième à la Volta. Ouais. Pour moi, c'est la différence des deux, franchement. Ouais, après, franchement, Roglic, je trouve qu'il manque de panache. Ouais, Et il a c'est jamais peut-être gagné, ça aussi il a jamais qui. gagné tout seul. Son Giro, il le gagne parce que il est plus fort au contre-la-montre, mais sinon, il est tout le temps joué au millimètre. Je pense que ben, encore même en Catalogne et au Burgos et autres, ben, à chaque fois c'était des petits groupes ou en tout cas il est le plus fort du petit groupe, mais il n'est pas en train de dominer. Jamais il n'a écrasé une seule fois la concurrence. Et ça, c'est un peu décevant, je trouve, pour un coureur qui est si haut classé, en tout cas dans le classement. Alors, je disais tout à l'heure, Roglic a fait la meilleure saison qu'il pouvait faire. J'en suis persuadé que rien n'aurait pu changer cette saison-là de Roglic en mieux, parce Mhm. qu'il n'avait pas les capacités, tout Non, c'est simplement. sûr. Peut-être une étape ou deux au second tour, mais ça se joue à pas Ouais, ouais, grand-chose. mais je pense que Jumbo a calculé tout, parce qu'il laisse même partir les échappées pour ne pas jouer les bonifications et ce genre de choses. Mais il y a quand même une étape à la Volta où ça vient au sprint en tant que leader et qu'il est mal placé, mais c'est ça que je veux dire. Ouais, non, Une ouais, ça ou c'est deux vrai. étapes. Et donc, ma question, si tu regardes, ben, Saint-Sébastien, c'est quand même une des, elle est peut-être des 10 plus grosses courses d'un jour au monde, et Liège aussi dans les 5 premières. Le championnat de Belgique avec la manière. Qu'est-ce que Remco aurait pu faire pour être devant Roglic? Bah, pour moi, c'était un podium sur un grand tour, n'importe lequel, que ce soit au Giro où malheureusement il y a eu le fait qu'il était malade et qu'il a dû abandonner. Donc voilà, parce qu'on ne sait pas avec le Covid c'était quoi les répercussions secondaires, s'il continuait ou pas. Puis la Volta, bah, on l'attendait. Maintenant, il l'a dit, il n'a pas été assez préparé pour ça. Il a dû jouer aussi le contre-la-montre, le championnat contre-la-montre en août. Donc, il s'est un peu trop concentré peut-être sur le contre-la-montre, mais il a un maillot de champion du monde. Je pense qu'on ne peut pas le critiquer pour ça. Mais j'attendais mieux sur la Volta, en tout cas. Moi pour l'année prochaine, sur le Tour, quand que je vais voir les palmarès des coureurs, certes, il a gagné la Volta, mais cette année, s'il faisait un podium avec une start list comme il y a eu ici, je pense qu'il aurait pu être un des favoris pour le gagner l'année prochaine il avait fait le podium ici. Moi, je trouve ce sera compliqué pour moi de le classer dans les favoris au Tour de France, par exemple, l'année prochaine. Maintenant, c'est un autre débat et c'est pas du tout de quoi on parle ici, mais moi, j'attendais ça de lui et de la façon dont il, il est. C'est vrai que c'est avec le panache, etc. Et que tu reproches à Roglic de pas avoir d'assez de panache. Mais pour moi, Roglic, c'est un coureur qui s'adapte. Donc, c'est un coureur qui il va avoir l'adversité et il va toujours s'adapter en fonction de son adversaire. Je pense que même si le Giro, c'était un niveau en dessous, je suis pas sûr qu'il aurait gagné avec
4 ou 5 minutes d'avance parce qu'il l'aurait attaqué. Je pense que c'est un coureur qui se serait adapté à la façon de faire le moins d'efforts possible jusqu'à le point critique du tour qui va le chambouler, quoi. Je pense que c'est quelque chose que moi, il joue fort sur ses capacités de sprint sur les sommets. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est en fonction des points de vue, mais je pense que je préférerais, au niveau du palmarès, c'est sûr que je préfère qu'un mec comme Remco qui gagne avec des attaques à lointaine, etc. Mais le mec Roglic, il a quand même gagné un grand tour, il fait quand même troisième de la Vuelta. Je pense que sa manière de courir, elle est propice à lui. Et je pense que s'il court comme ça, c'est parce qu'il sait que c'est la meilleure façon de courir pour lui. Donc, moi, je ne peux pas lui reprocher ça, de courir avec l'attente, être attentiste, etc. Parce que si ça marche et c'est ce qu'on lui demande. Donc, Ouais, voilà. alors c'est vrai qu'au final, nous en tant que spectateurs, on aime bien les grandes escapades de Remco, on aime bien les grandes bagarres qui commencent de loin, comme on en parlait de Pedersen dans la vidéo précédente. Mais, mais après, je trouve que il pourra pas continuer comme ça toute sa carrière, parce que là, il a quand même déjà 33 ans, l'année prochaine 34. Est-ce qu'il sera encore aussi explosif? Ça, c'est la première On va question. voir. Et quand il a l'opportunité d'écraser quelque chose, le tour ou autre, il ne le fait pas. Et ça lui en a desservi. Quand Pogacar gagne le tour, bah, il est jamais à l'abri d'un jour sans. Non, c'est Alors quand certain. il est à Planche-des-Vélety, il était un jour sans où il fait pas un mauvais chrono parce qu'il Non, je reste quand pense même que dans les c'était meilleurs. la Mais, différence. mais, mais s'il avait, je pense qu'il avait l'opportunité d'écraser, il l'a pas fait. Et ben, voilà ce qui s'est passé. Et je pense que au Giro, ben, il a un peu pas la chance, mais je pense qu'il était vraiment le plus fort dans le chrono. Et il finit très bien son grand tour, mieux que peut-être Thomas, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, moi je pense qu'il a encore une fois jamais écrasé quand il pouvait Et encore au l'écraser. Giro, il aurait dû peut-être plus essayer des choses avant parce que là, ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a un saut de chaîne dans la dernière bosse. Si là, il y a un problème, bah, il aura jamais le. C'est pas la même finale. Donc, c'est Thomas qui gagne. Ça se joue qu'à très peu de secondes. Donc, c'est vrai que tu as raison, mais dans la façon des choses, comment ça se finit, il a raison parce qu'il gagne. Donc, c'est difficile de lui en vouloir, moi, je trouve, en tout cas. Et un grand tour, moi, c'est tellement important à mes yeux que tout le monde n'a pas les capacités. Le nombre de coureurs qui gagnent des grands tours se compte sur la main, par année. C'est que 3 coureurs. Des fois, il n'y en a que 2 qui gagnent un grand tour. Très peu de coureurs ont gagné un grand tour dans les palmarès. Qu'un monument, bah, il y en a 5 sur l'année et il y en a pour un peu tous les goûts, j'ai envie de dire. Tandis qu'un grand tour, c'est que pour les grimpeurs et que pour les grands tours, quoi. Mais ouais, voilà, bah justement, c'est un peu là que je trouve qu'il y a un problème dans ton discours, c'est que ben oui, c'est que justement un type de coureur. Et donc il y a des personnes qui sont nées avec cette capacité, et donc ben, on va réduire ce classement à des personnes. Enfin voilà, on va pas en Ouais, discuter, on va pas faire des heures de débat là-dessus, mais moi je trouve que justement dans un monument, ça allie tout, ça allie la force, ça allie la tactique, la chance. Et donc oui, il y en a 5 par an, mais tout le monde peut y participer et tout le monde a sa chance. Et c'est là que je trouve justement que il y a plus de ça a plus de valeur. Alors, encore une fois, les gens qui sont devant ont fait des saisons exceptionnelles. On va sûrement en ouais. parler dans la prochaine vidéo, mais chapeau en tout cas à tous les coureurs qui sont là. Qui ont été cités, c'est certain. Mais pour moi, je pense que tu mets les coureurs qui ont gagné les grands tours plus haut Que que toi, et moi. c'est ça la Et différence, je moi, pense je que trouve que les dans ce monuments sont quand classement. même assez importants. Alors, Philipsen n'a pas gagné de monument, mais il a quand même gagné beaucoup. Donc voilà. Enfin, pour Après, en- je pense que les gens vont nous dire leurs avis à eux, en fonction de Ouais, qui a forcément raison ou pas. Peut-être que vous avez même fait un mix des deux, dans le sens mettre Philipsen derrière Kuss, mais mettre Remco devant Roglic. Maintenant, enfin, ça dépend des gens, et tout à fait. Maintenant, je pense que au-delà de Remco, enfin de moi, mon classement Remco, ou au-delà de Roglic, derrière, il y avait une scission complète. Et ouais. je pense qu'on est d'accord pour dire que le top 5,
bah, il est précis dans les coureurs, on va dire, quoi. Ouais, Ça va changer dans l'ordre, mais c'est la même chose pour tout le monde. ouais, je pense vraiment qu'il y avait un panier de 10 à 8, et puis peut-être ici de 7 à 6, et puis de 5 à 4. Après, encore une fois, c'est nos avis. Si vous êtes d'accord, ben, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le également. Mais en tout cas, abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Merci en tout cas. Et si tu as encore quelque chose à dire, Non, merci de nous avoir écoutés et abonnez-vous. ouais, à bientôt. Au revoir.